Oui, la commission des finances qui va se transformer en commission d'enquête sous votre autorité, Éric Coquerel, pour enquêter sur la dérive des finances publiques. Y a-t-il eu, de votre point de vue, dissimulation de la part du gouvernement sur les chiffres des finances publiques? Il y a eu insincérité ou cécité. Les deux sont graves. C'est-à-dire que c'est ce que va essayer de déterminer la commission d'enquête que je vais donc proposer à la commission des finances. Je pense que ça sera validé ce soir à 17h. Pourquoi les deux sont graves? Parce que ce soit effectivement, peut-être même les deux d'ailleurs, on verra, la dissimulation. La cécité, ça veut dire qu'on a en réalité un personnel politique à Bercy et même plus haut encore, mais qui a peut-être jusqu'à influencer au final même les fonctionnaires qui travaillent là-dessus, qui est aveuglé par sa politique. Cette politique, c'est quoi? C'est l'idée que vous baissez les impôts et puis vous allez quand même avoir de plus en plus de rendement d'impôts. Alors, dans les années après Covid, c'était vrai, parce qu'il y a eu un rebond de l'activité. Mais là, maintenant, on a une activité à 1% de croissance. Ce n'est plus vrai. Du coup, les recettes ont fondu et les déficits ont explosé. Et manifestement, ils n'ont pas su le prévoir, ce qui est évidemment très grave. Pourtant, Bruno Le Maire a commencé à se défendre, a commencé à contre-attaquer. D'abord, il a dit qu'il viendrait répondre à vos questions en toute transparence. Visiblement, il a des arguments à vous soumettre. Il dit qu'il a cessé d'alerter le gouvernement et même l'Élysée, sous-entendant qu'il n'a pas vraiment été entendu. Qui est le principal responsable, d'après vous? Il y a le principal responsable, c'est celui qui préside ce pays. Emmanuel Macron. Parce que c'est quand même lui qui choisit cette politique économique. D'ailleurs, qu'il a choisi tellement qu'il a refusé un gouvernement Nouveau Front Populaire qui allait faire l'inverse de sa politique en juillet, pour je ne sais quelle combinaison improbable qui fait qu'on a un gouvernement Barnier qui n'a aujourd'hui pas de majorité. Donc je pense que c'est lui le responsable. Bruno Le Maire fait partie des gens qui ont pris des décisions. Là où je lui donne le point, c'est que je me souviens très bien que moi, j'ai demandé un projet de loi de finances rectificative au début de cette année, quand on nous a dit les déficits augmentent. Lui, il était pour. Il était pour, il l'a dit. Pour aller chercher 15 milliards. Voilà, et pour faire en sorte qu'il y ait un débat démocratique au lieu d'essayer de passer en catimini un gel des crédits comme ça a été fait. Donc ça, au moins, je reconnais. Mais enfin, il a aussi ses responsabilités. Il était quand même à Bercy. Et de ce point de vue-là, le fait qu'on passe... Il faut bien comprendre qu'on est passé de 4,1% de déficit prévu du PIB pour 2024, fin de 2023, on est passé à 6,1. Cette différence, elle est énorme. Et elle est énorme aussi parce que, figurez-vous, la France, elle rassure aussi les marchés, pas seulement sur sa santé économique, ses déficits, mais aussi parce qu'on se dit, voilà, il y a un appareil d'État, il y a une administration qui est capable de donner des prévisions. Et donc, on peut prêter un État qui est capable de nous dire qu'est-ce qui va se passer dans un an. Alors, si tout ça n'existe plus, je ne vous dis pas la crédibilité. Donc, il faut savoir pourquoi c'est arrivé. Moi, je pense que c'est la politique qui est en jeu, mais ça va être justement l'intérêt de cette commission. Le grand argument général qui est servi pour expliquer tout ça, c'est le Covid. Et du côté du gouvernement et de l'Élysée, on dit à l'époque du quoi qu'il en coûte. Moi, j'ai pas entendu LFI, j'ai pas entendu Éric Coquerel dire c'est n'importe quoi, on est en train de dilapider l'argent du contribuable. L'Élysée dit, et Bercy, tout le monde était d'accord à l'époque. Ouais, on a un peu discuté la façon dont c'était fait, mais le fait de le faire ne posait pas le problème. Mais c'est faux. C'est pas le Covid qui explique aujourd'hui les déficits. Les déficits, principalement, et tous les économistes là-dessus sont d'accord, la dette, oui. C'est une baisse de recettes. Il faut comprendre que, contrairement à ce qui est dit, la dépense publique dans le PIB, elle n'a pas augmenté, elle a même légèrement baissé depuis 2017. Par contre, les recettes ont considérablement baissé parce que ça a été organisé, alors là, sur la volonté de M. Macron, de baisser les recettes et en faveur des plus riches. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la dette, aujourd'hui, sert en réalité aux cadeaux fiscaux aux plus riches, aux grandes entreprises. Ça, c'est insupportable. Moi, je ne suis pas contre la dette, mais pour la transition écologique, pour la bifurcation écologique. Non, mais l'idée, c'est de faciliter la vie aux entreprises pour qu'elles embauchent. Et ça a fait baisser le chômage. Mais non, absolument pas. Le chômage a baissé. Mais il y a aucune non, le chômage n'a pas baissé. Alors, le chômage a baissé. Non, le chômage n'a pas baissé. Là, je vais rentrer dans les détails, mais par exemple, l'an dernier, on nous dit que le chômage baisse. Il y a 100 000 personnes qui étaient au chômage, qui ont disparu des statistiques, mais ils sont toujours au chômage parce que vous avez eu des changements de classement. On nous dit que le pays se réindustrialise. Il y avait 15% de travailleurs dans l'industrie en 2017, il y en a plus que 13 et quelques pourcents aujourd'hui. Donc tout ça, c'est de la propagande qui nous laisse penser que les cadeaux fiscaux aux actionnaires ont servi le pays. Elles ont servi les dividendes. Ça, par contre, multiplié par 2 depuis 2017, c'est documenté, vous pouvez les chercher, alors que le pouvoir d'achat des salariés a stagné. Tout le problème est là, parce que la consommation populaire se rétracte, il y a moins d'activité économique, l'État investit moins en termes de bifurcation écologique et met son argent au service des plus riches.
et des très très riches, et ça c'est insupportable. Alors l'examen du projet de budget commence aujourd'hui donc en commission des finances. Vous avez du boulot qui vous attend, Éric Coquerel, pour les heures et les jours qui viennent. Et là aussi, selon vous, il y a un problème de transparence, selon vous en tout cas vous allez nous le dire, parce que votre collègue rapporteur du budget, Charles de Courson, lui, il dit la présentation faite par le gouvernement, elle n'est pas conforme à la réalité. Il dit rien que sur la prévision de croissance, on nous dit 1,1%, alors que, et c'est Charles de Courson qui parle, moi je n'y crois pas du tout. Est-ce que vous partagez son avis ou pas ? Je ne sais pas s'il y a de l'simulation. Par contre, il y a un effet qui va se passer. C'est que tout le monde le dit. Le fait de baisser les dépenses publiques à la hauteur de 40 milliards, ça va produire environ 0,6 points de moins de croissance l'an prochain. Donc chacun le comprendra. 0,6 points de croissance en moins, c'est moins de cotisations qui rentrent, c'est moins d'impôts qui rentrent. Autrement dit, c'est le même cercle vicieux qui se met en place que ce à quoi on a assisté cette année. Voilà à quoi nous amène la politique gouvernement. C'est pour ça que nous, ce que nous disons, quand je dis nous, c'est nous au Front populaire. Et nous allons proposer des mesures, et j'espère qu'elles vont passer, c'est qu'il faut aller beaucoup plus chercher du côté des recettes, ce qui a été accumulé. C'est-à-dire les impôts. Vous dites les recettes, on peut dire aussi les impôts. Oui, mais les impôts, en gros, pour les 1% les plus riches ou les très grandes entreprises, il y a beaucoup plus que les 8 milliards que va chercher le gouvernement à aller chercher. Nous, on a estimé qu'on pouvait récupérer assez facilement 50 milliards, et c'est mieux que de sabrer les dépenses publiques qui sont non seulement la protection de beaucoup de nos Français, de la grande majorité de nos Français, mais qui en plus sert l'économie. Parce que quand vous dépensez dans la protection sociale, dans la dépense publique, ça permet une activité économique, contrairement à des dépenses qui enrichissent les actionnaires. C'est vrai que dans vos propositions, il n'y a que des hausses d'impôts, des hausses de taxes, mais il n'y a pas de proposition d'économie. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop de dépenses de la part de l'État. Il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Ah mais si, je vous donne une dépense, par exemple, inutile. Au moins une partie du crédit impôt recherche pour les très grandes entreprises comme Sanofi. C'est 7 milliards par an. Il y en a au moins la moitié à récupérer assez facilement. Ça, c'est une dépense inutile. Parce que le résultat de ça, c'est qu'on donne de l'argent à Sanofi, environ 10 milliards 1 milliard depuis 10 ans, et ils vendent aux Américains de l'Iprane, ils ferment des fonds de recherche, des sur le centres fonctionnement de l'État, sur le fonctionnement de l'État, sur le fonctionnement des collectivités territoriales, il n'y a pas d'économie à faire non plus ? Écoutez, les collectivités ne sont pas celles qui ont le plus d'économies à faire de l'État. Je vous assure que d'abord parce qu'elles n'ont pas le droit, en réalité, vous le savez, à des déficits. Donc je pense que c'est une erreur d'aller chercher de ce côté-là des possibles mannes financières. Voilà. Si l'État gérait quelque part son budget comme les collectivités, peut-être qu'on ne serait pas dans cette situation, notamment avec ces baisses d'impôts pour les plus riches qu'on a constatées. Donc je crois que tout ça, c'est un peu facile d'aller chercher du côté des collectivités. Sur un autre sujet qui va aussi agiter évidemment les débats à l'Assemblée nationale dans les mois qui viennent, l'immigration. Il y avait à votre place hier Bruno Retailleau qui a détaillé ce qu'il voulait mettre dans la loi immigration. On imagine que vous ne soutenez pas évidemment cette loi. Globalement, vous pensez quoi de ce projet présenté par Bruno Retailleau ? Qu'est-ce que ces gens ne feraient pas pour faire passer leur politique en faveur des plus riches? Parce que c'est de ça dont il s'agit. Ah bon ? Bien sûr. C'est Quel quoi rapport ? Je vais vous donner le rapport. C'est qu'ils essayent d'acheter la neutralité du Rassemblement national s'il y a des motions de censure. C'est à ça que sert la loi asile-immigration. Et quel rapport avec les plus riches ? Parce que je considère que la politique économique de M. Macron, qu'il mène depuis des années, avantage surtout les quelques milliers de milliardaires de ce pays de manière oui, mais vous nous avez parlé du RN. Oui, mais le RN, le problème, c'est que le budget, aujourd'hui, il est suspendu à ce que fera le RN quand nous déposerons une motion de censure face à des 49.3 du gouvernement. Donc, pour essayer de faire en sorte que le Rassemblement national, et vous avez entendu que Mme Le Pen disait qu'elle allait attendre la discussion budgétaire de voter cette motion de censure, on lui offre une nouvelle loi asile-immigration inhumaine, raciste, inefficace, inutile et qui va une fois de plus laisser penser que le problème de ce pays, c'est l'immigration, alors que toutes les études sérieuses montrent que l'immigration arrive comme préoccupation très loin pour les Français derrière des préoccupations sociales. C'est en ça que je vous dis que je me demande ce que ces gens-là feront parce qu'ils divisent les Français et en plus ils proposent des mesures qui sont non seulement inefficaces, mais qui sont inhumaines. Vous avez été choqué, comme tout le monde, par le meurtre abominable de Philippine. Bruno Retailleau dit oui. Si on élargit la durée de rétention, si on avait eu une durée de rétention plus large, oui, on aurait pu éviter ce drame épouvantable. Ah bon, comment ? Parce que la personne qui était sous OQTF n'aurait pas été libérée à ce moment-là. La question, c'est de se demander pourquoi un homme qui est violeur, qui a violé une fois, peut aussi facilement récidiver quelques temps après. Parce que si vous me dites que la mesure à prendre, c'est la mesure d'étendre la mesure de rétention de quelqu'un... C'est ce que Bruno Retailleau dit. Oui, mais la rétention, théoriquement, n'est pas la détention. La rétention, c'est pour permettre l'éloignement de quelqu'un. D'accord ? Aujourd'hui, 80% des éloignements se font avant 45 jours. Si vous prolongez, vous proposez en réalité une détention. C'est-à-dire vous estimez qu'un migrant,
en général, parce qu'ils ne sont pas tous des assassins d'une jeune femme comme Philippine. On va en convenir ensemble. Un migrant est un criminel en puissance simplement parce qu'il est venu en France de manière irrégulière. Et en plus de ça, vous n'allez pas expulser, parce que le problème, c'est que les pays d'accueil ne veulent pas qu'il revienne. Donc en réalité, c'est quoi la suite? C'est un enfermement permanent. Il propose une autre solution, mais dont vous débattrez évidemment du côté de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Inhumaines, ça serait la 21e loi et tout aussi inhumaine et inefficace les unes que les autres. Merci beaucoup, Éric Coquerel, invité des 4V ce matin.